Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. L'impact du Covid continue de se faire sentir dans notre quotidien. Si les adultes ont la possibilité de dire clairement ce qu'ils ressentent, ce n'est pas probablement le cas de tous les enfants. Les tout-petits n'épargnent pas. Donc, ne sont pas épargnés par les effets de la pandémie, surtout dans leur épanouissement et apprentissage. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Khalid Chankiti. Il est spécialiste de l'éducation à l'UNICEF Maroc. Bonjour Khalid Chankiti. Bonjour. Alors, cela fait donc, nous entamons presque notre troisième année de Covid. Les effets sont là sur tous les plans. Qu'en est-il en matière d'éducation, notamment pour les enfants? Au niveau mondial, il faut dire que les perturbations liées à la pandémie commencent à donner des résultats selon des études. C'est pas tous les pays qui sont concernés par des études pour l'instant, mais le premier constat qu'on remarque au niveau global avec l'UNICEF, c'est une crise de perte d'apprentissage, une accélération de crise d'apprentissage chez les enfants. Bien évidemment, cette perte d'apprentissage, elle vient des perturbations de la continuité des apprentissages dans les classes, la fermeture des écoles qui était induite par les confinements successifs et les perturbations induites par le Covid. Mais il y a deux aspects importants sur lesquels l'UNICEF se penche globalement. C'est comment les familles eux-mêmes ont réagi aux deux phases de confinement global qui imposaient à 100% une éducation à distance, mais plus tard, les perturbations de clôture, ouverture, protocoles sanitaires, etc. Mais le constat global, l'UNICEF alarme sur la question de perte des apprentissages qui peut s'accélérer avec les perturbations du Covid. Et il y a un rapport qui est sorti doublement l'année dernière et cette année qui estime que c'est presque 17% du PIB global qui peut être perdu par rapport à ça. Ce qui équivaut à, si on prend les pays à revenus intermédiaires ou revenus faibles, on avait une situation avant qui était presque 50% des enfants qui n'atteignaient pas un certain niveau d'apprentissage qui était le niveau requis. Les prédictions disent que ça peut aller jusqu'à 70%. Alors, donc vous dites que là, en termes d'apprentissage, il y a eu des effets négatifs. Est-ce que c'est sur le plan quantitatif ou sur le plan qualitatif? Je crois que sur le plan qualitatif, on le remarque plus rapidement. Et sur le plan quantitatif, ça veut dire, quand on parle du plan qualitatif, ça veut dire c'est la qualité des acquis scolaires, la qualité des apprentissages des enfants. Bien évidemment, les systèmes et les ministères d'éducation devraient approfondir un peu plus la question des effets de la pandémie sur la qualité des apprentissages. Je crois que même au Maroc, on a quelques indicateurs que l'effet est là. Mais sur le plan quantitatif, quand on parle d'abandon scolaire et d'échec scolaire, c'est quelque chose qui peut arriver un peu plus tardivement. Je crois qu'on va commencer à avoir des effets cette année et l'année prochaine si des actions ne sont pas menées. Et bien évidemment, pour la simple raison que l'échec scolaire ou l'abandon scolaire, la première raison, c'est le manque d'apprentissage, surtout chez les adolescents et les jeunes. Quand on se sent dans une classe ou dans une école où on n'apprend plus, les enfants ils se démotivent et ils partent au-delà des autres aspects. Alors, on va évoquer les différentes catégories d'enfants touchés, mais il y a aussi une question qui ressort de ce que vous venez d'expliquer. Quand on voit l'aspect qualitatif, parce que dans plusieurs pays, au Maroc ici par exemple, il a été instauré un système hybride en un moment, c'est-à-dire enseignement à distance plus présentiel. Est-ce qu'aujourd'hui on peut mesurer le premier impact de cet enseignement hybride-là, notamment l'instauration de cet enseignement à distance pour les enfants? Bon, il y a des études qui ont été faites principalement pour parler du Maroc, par le Haut Commissariat au Plan, principalement pendant la première phase de la pandémie, qui montrait un résultat, c'est que les plus vulnérables des ménages, et parmi eux les enfants les plus vulnérables, n'arrivaient pas à suivre l'éducation à distance.
pendant la première période, la première enquête du HCP montrait que ce pourcentage atteignait 17% des ménages dont les enfants n'arrivaient pas à poursuivre l'éducation à distance. Pour diverses raisons, je citerai deux choses qui sont importantes. C'est le manque de soutien des familles eux-mêmes aux enfants pour qu'ils puissent continuer leur apprentissage, mais également la disponibilité du matériel informatique ou du matériel audiovisuel à la maison. Disponibilité ne veut pas dire qu'il existe ou qu'il n'existe pas, mais qu'il soit à la disposition des enfants pour qu'ils apprennent. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est que par la suite, on a eu des fermetures localisées et des clôtures, mais les perturbations générales sur la population, comme tout le monde le vit à travers la pandémie, ont causé un stress énorme sur les enseignants, il ne faut pas les oublier avec tous les efforts qu'ils font, mais également sur les enfants eux-mêmes. Et la perturbation de la continuité des apprentissages, le calendrier scolaire qui change, a effectivement des effets sur cela. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas une étude approfondie sur la question des acquis des apprentissages. Je sais que les indicateurs de suivi du système éducatif, prenons par exemple le taux de redoublement ou le taux de promotion, etc., les responsables et les experts savent qu'il y a un effet qui commence à apparaître. Alors, qu'en est-il de la capacité d'absorption et de compréhension des enfants quand il s'agit d'enseignement à distance ? Bon, logiquement, les enfants sont les plus résilients parmi toute la population. Ils s'adaptent beaucoup plus que les adultes à des systèmes comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils subissent pas de stress par rapport à ça, parce qu'ils sont habitués à être dans une école, à avoir un vécu scolaire au-delà des apprentissages, mais relationnels, affectifs, social. L'école est une petite société, c'est là où ils font des amis, ils développent leur personnalité, etc. La perturbation de ce processus impacte bien évidemment les apprentissages. Par contre, ce n'est pas vrai pour les enfants les plus vulnérables, parce qu'ils viennent où ils sont dans une situation qui est de vulnérabilité personnelle ou d'environnement. Je parlerai par exemple des enfants en situation de handicap, pour lesquels l'effet de stress ou l'effet de perturbation peut être démultiplié. Plus largement, on peut parler aussi d'enfants vulnérables, des filles rurales, d'enfants dans des catégories les plus pauvres, qui viennent d'un environnement qui est très perturbé par rapport à eux-mêmes sans la pandémie. Donc, si on ajoute à ça la perturbation de la pandémie, ça les affecte beaucoup plus. Et donc, résultat général, c'est que les perturbations induites par la pandémie aggravent les inéquités sur l'apprentissage chez les enfants les plus vulnérables. Et ça, il faut le prendre en considération, bien évidemment. Alors, quand vous avez à plusieurs fois parlé d'enfants vulnérables, c'est-à-dire si aujourd'hui on avait globalement à observer l'impact donc sur l'apprentissage, finalement ce sont les enfants les plus vulnérables qui se retrouvent encore beaucoup plus impactés en fait. Absolument. C'est le cas dans une situation normale sans pandémie, parce que les enfants les plus vulnérables ont besoin d'appui supplémentaire, ce qui est donné par les parents, ce qui devrait être donné par les parents et aussi l'école. Mais quand on parle de situation un peu spécifique qui est les perturbations induites par la pandémie, ils ont encore beaucoup plus de soutien. Ce qu'on remarque, c'est que c'est l'inverse qui se passe, et surtout dans les familles. C'est pour ça que la question d'engagement et de mobilisation des parents est essentielle, beaucoup plus importante dans une période de pandémie comme celle-ci, ou dans une période de crise, que dans une période normale. Déjà dans une période normale, dans des conditions normales, les parents devraient être très engagés dans l'apprentissage de leurs enfants et en contact avec les écoles, avec les enseignants. Ça, c'est un manque qui est très important, particulièrement au Maroc, mais dans beaucoup de pays. Mais au Maroc, on le remarque. D'ailleurs, le ministère de l'Éducation a réagi par rapport à ça. Si vous regardez les dernières années, il y a une insistance sur l'engagement de l'école avec les parents par des circulaires, par de la mobilisation des acteurs scolaires pour amener les parents à prendre plus de responsabilités, à aider à endiguer un peu les effets de la pandémie sur les apprentissages. Je dirais un deuxième
deuxième effet qui est très important, qui est un peu très sous-estimé, c'est le stress induit par la situation générale. Les enfants et les enseignants sont des citoyens comme les autres. Tout le monde vit le stress de la pandémie comme vécu personnel, mais encore plus comme vécu professionnel pour les enseignants. Et cet effet n'est pas, enfin, je ne veux pas dire qu'il n'est pas pris en considération, mais on ne voit pas de mécanisme d'appui aux enseignants par rapport à une gestion très perturbée de l'éducation à cause des fermetures et des vagues successives de la pandémie. Et donc, ils sont un peu... ils font ce qu'ils peuvent, ils font beaucoup d'efforts, mais ça aurait été mieux qu'ils puissent s'appuyer sur des systèmes d'appui et d'accompagnement. Mmh. Alors, vous avez évoqué le cas des parents et des enseignants. Donc, face à toute cette situation-là, selon vous, quel type d'innovation il est possible d'apporter, notamment vous, au niveau de l'UNICEF, que proposez-vous? Enfin, au niveau global, j'aimerais commencer par féliciter, parce que au niveau global, l'étude montre que l'effet de la perte d'apprentissage, il est beaucoup plus chez les pays qui ont vécu une longue période de fermeture des écoles. C'est le cas de plusieurs pays d'Amérique latine, aussi de notre région, Nord-Afrique et Moyen-Orient. Et il y a des pays qui n'ont pas ouvert les écoles pendant 2 ans. Ce n'est pas le cas du Maroc. Le Maroc a été très volontariste et il a priorisé le retour à l'école. Maintenant, ce que nous préconisons, premier palier, c'est de maximiser l'ouverture des écoles tout en garantissant les protocoles sanitaires qui protègent et les enseignants et les enfants, mais également les familles. Ça, c'est le message global. Il faut maximiser le temps d'apprentissage en direct avec les enseignants pour les enfants. Maintenant, si vous voulez... ce qu'il faudrait ajouter, bien évidemment des programmes de remédiation scolaire, mais avant la remédiation scolaire, c'est l'évaluation de la perte des apprentissages ou le niveau des apprentissages des enfants pour pouvoir pallier au manque qui peut surgir. Et par la suite, une des choses qui est importante, c'est améliorer la résilience du système pendant les crises, même celle-ci. La qualité et l'interactivité de l'éducation à distance, les capacités des enseignants et leur accompagnement, pas uniquement techniquement, mais aussi personnellement, pour qu'ils puissent switcher d'un système à l'autre tant que c'est nécessaire au niveau local quand il y a une circulation élevée du virus au niveau d'une école ou au niveau d'une zone. Et plus important encore, c'est d'œuvrer pour un système régulier d'évaluation des apprentissages qui soit tout au long de l'année dans les mains des enseignants pour qu'ils puissent différencier l'éducation et rattraper les gaps d'apprentissage. Donc, pour finir, l'un des plus importants aspects, c'est les parents, comme j'ai dit. Alors, les parents, c'est le maillon faible qu'on remarque au niveau global, mais également au Maroc. Les parents devraient être beaucoup plus engagés, pas uniquement en attendant qu'ils s'engagent, mais il faut aller les chercher. Et aller les chercher, c'est des programmes spécifiques, c'est l'école qui se mobilise pour rassembler les parents, pour discuter avec eux, pour faire un suivi, et principalement pour les enfants qui souffrent d'un retard d'apprentissage ou qui sont dans des situations de vulnérabilité, que ce soit des enfants en situation de handicap ou des enfants qui ont des troubles d'apprentissage ou des retards d'apprentissage. Donc, il y a 4 éléments qui sont ouverture des écoles maximisée, l'accompagnement des enseignants et de l'école en général, mais principalement des enseignants. Le troisième, c'est assurer une éducation à distance dans les moments où elle est nécessaire, mais de qualité et interactive. Et le quatrième, c'est le chapeau de tous, c'est engager les parents et les mobiliser pour qu'ils soutiennent les enfants pour ne pas perdre des apprentissages, mais également pour apprendre et améliorer leurs apprentissages. Alors, je pense que là, quand même, vous avez évoqué un éventail de solutions. Maintenant, on l'a vu dans plusieurs pays, en tout cas sur le plan de la créativité, de l'innovation, le Covid a été un catalyseur ou bien a boosté la capacité de création et d'innovation. Sur le plan de l'éducation, s'il y avait de nouvelles innovations à faire sur la base de ce qu'on a vécu à travers le Covid, quel type d'innovation serait-elle selon vous ? Je crois l'une d'elles, c'est le digital et l'éducation à distance. Je crois que, la pandémie a eu des effets négatifs, mais il y a eu un effet positif sur 2 aspects. Le premier, c'est la perception de l'école par les familles elles-mêmes.
je crois que la pandémie a ouvert les yeux aux parents et aux familles pour qu'ils ne voient plus une classe ou une école comme une boîte noire où les enfants rentrent et apprennent, et après par la sortie on regarde des effets sur eux. Non, l'école c'est un apprentissage, mais également c'est une vie. C'est une vie scolaire, une vie de société petite, dans la petite société de l'école où il y a du relationnel, du socio-éducatif, de l'émotionnel. On bâtit sa personnalité à l'école, on découvre et on fait nos amis à l'école. Donc, c'est très important. Et je crois que c'est l'un des points positifs de la pandémie, c'est que les familles se sont rendues compte encore plus de l'importance de l'école, pour ne pas dire de l'éducation en général. Le deuxième aspect, c'est la question du digital et de l'éducation à distance et de la résilience du système. Tous les systèmes éducatifs au monde aujourd'hui prennent très à bras le corps la question de la résilience du système dans un aspect digital pour des prochaines crises, mais également comment mettre le digital et l'apprentissage à distance, le mettre à la disposition et des enfants et des enseignants, mais également des adultes, pour continuer leurs apprentissages et améliorer leurs apprentissages. Je crois que c'est le cas du Maroc aussi. Depuis le Maroc a un programme d'éducation digitale qui date il y a longtemps, mais je crois que la pandémie Covid a accéléré et la réflexion et l'action à son amélioration, sa transformation et son développement pour qu'il soit à la fois on appuie aux apprentissages à l'école, mais également on appuie aux apprentissages de façon générale. Une éducation ouverte où n'importe quel enfant, adolescent ou jeune qui a besoin d'apprendre quelque chose peut se connecter quelque part et prendre des cours, apprendre des choses qui sont en lien avec son développement et parfois en lien aussi avec le programme scolaire. Je crois que cette question du digital, c'est l'une des retombées majeures du système éducatif. Maintenant, il faut prendre ça avec précaution, bien évidemment, parce qu'il ne faut pas qu'un système d'éducation à distance remplace l'école. L'école est essentielle pour les enfants. La deuxième des choses, c'est qu'il faut aussi voir comment la question d'équité va s'opérer dans une transformation digitale. Parce que les enfants les plus vulnérables auront moins accès au matériel informatique. Donc, il faudra que si des programmes ou des politiques d'éducation à distance ou digitale se mettent en place, ne pas oublier la question d'inéquité, d'accès, mais également d'utilisation. Merci beaucoup, Khalid Chankiti. Je rappelle que vous êtes spécialiste donc, de l'éducation à UNICEF Maroc. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et très bonne journée. Très bonne journée à vous aussi. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Très bonne journée. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission, cette interview donc sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.